Économie Le Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire de cette édition, une nouvelle puissance énergétique au Moyen-Orient. Israël fait son apparition dans la cour des grands. Le gaz découvert ces dernières années consacre l'indépendance énergétique du pays. Mais à qui confier son exploitation? À qui le livrer à l'exportation? Le débat est agité. Au cœur des enjeux, une manne de plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est le dossier du jour et nous recevrons Avi Pazner. Et puis de l'énergie toujours, il sera question tout à l'heure du pétrole syrien. Au nord-est du pays, ce sont les Kurdes qui ont repris le contrôle des puits dans une zone abandonnée par les troupes d'Assad. Raffinerie improvisée, 15 000 barils extraits quotidiennement, c'est 10 fois moins qu'il y a 4 ans. Est-ce aussi la promesse d'une autonomie naissante? Nous verrons cela dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant d'y revenir, on fait le point sur l'actu éco international et d'abord l'Occident qui poursuit son défilé à Téhéran, 3 semaines après l'accord sur le nucléaire. Alors Laurent Fabius la semaine dernière et aujourd'hui c'était au tour du chef de la diplomatie italienne d'être reçu par le président iranien Hassan Rouhani. Accompagné de chefs d'entreprise, Paolo Gentiloni a invité son hôte à Rome. Rome qui était avant les sanctions l'un des principaux partenaires économiques de l'Iran en Europe. Et les deux parties semblent vouloir rattraper le temps perdu puisqu'un contrat a été signé ce mercredi, 500 millions d'euros pour la construction d'une centrale électrique en Iran. L'Italie souhaite aussi investir dans le secteur automobile. Nous cherchons à construire un nouveau système économique dans le pays et nous aimerions que l'Italie y joue un rôle central. Pendant la longue période de sanctions, des changements ont eu lieu dans nos relations, mais nous avons confirmé notre amitié et notre envie d'entamer une coopération le plus vite possible. Nous nous concentrons surtout sur une coopération économique. Et en interne, l'Italie tente de faire face à ces difficultés. Matteo Renzi, le Premier ministre, a promis 45 milliards d'euros de réduction d'impôts sur 5 ans. Mais voilà, la dette publique du pays atteint 134% du PIB. La croissance est certes revenue, mais très faiblement. Et rien ne dit que l'objectif d'un déficit à 1,8% l'an prochain sera respecté. Du coup, Rome demande à Bruxelles davantage de flexibilité budgétaire pour faire avancer son programme de réforme structurelle. Le financement des réductions d'impôts dépend des coupes budgétaires, de la croissance et de l'utilisation des clauses de flexibilité budgétaire. Et l'Italie a déjà demandé à en bénéficier. Et nous le demanderons encore, car au vu du rythme des réformes, plus rapide que partout en Europe, toutes les conditions sont réunies pour obtenir cette flexibilité. La Grèce à présent où la bourse est toujours dans le rouge et où l'on évoque désormais officiellement la tenue de législatives anticipées à l'automne. Tout dépendra d'après Athènes de la stabilité du gouvernement dans les prochaines semaines. Stabilité mise, on le sait, à l'épreuve par les nouvelles mesures d'austérité adoptées en échange d'un nouveau prêt de 80 milliards d'euros. Les discussions sur ce programme d'aide sont d'ailleurs en cours au plus haut niveau depuis une semaine et les parties seraient proches d'un texte final. Une fois l'accord conclu et nos obligations remplies, l'autre partie doit très vite ouvrir les discussions qui ont déjà commencé à propos de la dette grecque, à propos de la viabilité ou non de notre dette. Nous sommes optimistes, nous avons fait ce qui nous était demandé avec l'engagement des institutions. Je pense que nous avancerons vers un accord un bon rythme. Date limite pour un accord le 20 août. En bref, la Société Générale a annoncé ce matin un bénéfice net en hausse de 25% à 1,35 milliard d'euros au deuxième trimestre, plus 16% aussi pour le produit net bancaire. En parallèle, la banque annonce un nouveau plan d'économie, 850 millions d'euros sur 2 ans. L'action de l'établissement s'est envolée de 8% après ces résultats. Et puis la réponse de Washington à Porto Rico. On en parlait hier, la petite île des Caraïbes, territoire non incorporé des États-Unis, accuse une dette de 72 milliards de dollars. Elle avait jusqu'à lundi soir pour rembourser 58 millions à des créanciers privés. Seul 1% de la somme a été payé. Or, Porto Rico n'a pas le statut juridique pour se déclarer en faillite. Et hier, la Maison-Blanche a prévenu qu'il n'y aura pas de plan de sauvetage. Nous pensons que Porto Rico a besoin d'un processus ordonné pour restructurer ses dettes non viables, car ces importants défis financiers n'ont hélas pas commencé la nuit dernière. Ils s'inscrivent dans un contexte de grandes difficultés économiques. L'administration ne prévoit pas de plan de sauvetage, mais si l'aide fédérale disponible peut aider les dirigeants à remplir certaines de leurs obligations, nous sommes prêts à aider.
Israël voit l'un de ses rêves se réaliser. L'indépendance énergétique est à portée de main depuis environ 5 ans et la découverte de 2 énormes gisements gaziers sous-marins, près de 800 milliards de mètres cubes au total, 130 fois la consommation annuelle. Encore faudra-t-il trouver un accord pour commencer à exploiter cet or bleu. Seul le plus petit des 2 sites est déjà en service. Le second, Léviathan, fait l'objet d'un vif débat sur fond de crainte d'un monopole. Pourtant, c'est lui qui pourrait faire d'Israël une puissance exportatrice. Les détails avec Johanna Citruc. Tout a commencé en 2009. Associé à un groupe américain, Israël découvre le gisement Tamar, au large de la ville de Haïfa. L'année suivante, c'est au tour du Léviathan qui devient le plus grand champ gazier en Méditerranée mis à jour ces 10 dernières années. Problème, son exploitation est en suspens. Les autorités n'ont toujours pas donné leur feu vert. Pourtant, il pourrait redessiner les alliances géopolitiques dans la région. Se servir de cette ressource naturelle pour encourager la paix entre les pays. C'était le message du Premier ministre israélien en visite à Chypre fin juillet. Nous pensons qu'en coopérant avec les autres, nous pourrons extraire le gaz naturel plus facilement. Et nous pourrons donc mieux le commercialiser, ce qui bénéficiera aux 2 sociétés. Pour la coopération, les candidats potentiels sont nombreux. L'Égypte souffre de pénurie de gaz, la Turquie cherche à diversifier son économie et Chypre aurait bien besoin d'un partenariat pour accélérer l'exploitation de ses propres découvertes. Et ces gisements pourraient rapporter beaucoup d'argent à Israël, plusieurs millions de dollars chaque jour. Et au-delà de ses propres besoins, assurés pendant au moins 40 ans, l'État pourrait revendre près de 50% de son gaz à ses voisins. Pour le Premier ministre, aucune option ne doit être écartée. C'est quelque chose dont nous discutons de manière très intensive. Il y a beaucoup de possibilités et nous allons explorer chacune d'entre elles et prendre une décision, mais c'est basé sur la coopération. L'énergie est le premier chantier. Mais les discussions piétinent. La semaine dernière encore, Benjamin Netanyahou et son ministre de l'Énergie ont annulé une réunion. Elle devait permettre la mise au point d'une feuille de route pour l'extraction du gaz de Léviathan. Une fois ce document finalisé, il devra encore passer entre les mains des députés de la Knesset avant que les premiers travaux puissent débuter. Ouais, pas mal de procédures au Parlement avant, enfin, une exploitation à grande échelle. On va en parler avec Avi Pazner qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour. Bonsoir David. Vous êtes économiste et bien sûr ancien ambassadeur d'Israël, notamment en France. Parlons d'abord de ce nouveau statut pour Israël, puissance gazière régionale, potentielle en tout cas. Qu'est-ce que ça va changer dans la structure de l'économie israélienne? Est-ce que c'est un vrai pas vers l'indépendance? Premièrement, nous sommes indépendants. Israël est indépendant aussi du point de vue économique. C'est-à-dire, c'est vrai que nous recevons une assistance des États-Unis, mais c'est une assistance militaire. Du point de vue économique, Israël est indépendant et elle le sera maintenant, du point de vue énergétique aussi. Dans quelques années, dès que Léviathan sera développé en 2019, Israël sera complètement indépendant du point de vue énergétique. Bien sûr, le pétrole, on peut faire des échanges, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on peut donner du gaz, recevoir du pétrole, ça se fait. Mais nous sommes devenus une grande puissance. Et justement, est-ce que cette découverte, elle survient au bon moment pour Israël? On a une économie solide, diversifiée. C'est un plus, il n'y a pas de risque de maladie hollandaise, cette maladie des matières premières qui deviennent finalement l'atout numéro 1 de l'économie. Ça, c'est des maladies d'enfance, c'est trop tard pour nous. Non, il n'y a pas de risque. Nous sommes aussi une grande puissance technologique. Vous savez, David, que plus que 50% de nos exports, c'est la technologie. Donc, nous avons maintenant bien enraciné notre capacité technologique et maintenant, nous allons développer d'autres domaines. L'énergie, c'est un domaine qui va être un des premiers domaines d'Israël, mais pas venir aux dépenses des autres. Donc un point fort qui sera absorbé par cette économie. Absolument. Alors le gaz, ça veut dire aussi forcément de vraies perspectives à l'export. Il intéresse la région, ce gaz israélien, on a parlé de Chypre, l'Égypte, la Jordanie, les Palestiniens, l'Europe aussi, pourquoi pas la Turquie. Est-ce que vous voyez ce gaz comme un facteur de partenariat ou plutôt même de tension? J'espère bien que ce soit un partenariat et pas une confrontation. Vous avez mentionné la Turquie. Justement, là, il y a quelques problèmes avec le gaz de Chypre et nos liens maintenant avec Chypre, justement. Vous savez que Benjamin Netanyahou s'est rendu à Chypre, c'était pour parler de gaz, c'était pas pour parler d'autre chose. Donc là, nous avons déjà un partenariat extrêmement important avec l'Égypte. Vous vous rappelez qu'il y avait un temps où c'est nous qui achetaient le gaz de l'Égypte. Bon, la Jordanie, je n'en parle même pas, et les Palestiniens aussi, et puis vers l'Europe. Mais l'Europe, ce sera plus tard, ok? Ça sera après Léviathan. Pour le moment, plutôt optimiste.
Vous êtes plutôt optimiste par rapport au... Je suis très optimiste. C'est un changement radical dans l'économie israélienne. Alors on va revenir aussi sur ce vif débat dans le pays. Comment faut-il exploiter cet or bleu? Alors de nombreux Israéliens ne veulent pas le monopole de facto qui serait créé par Delek l'israélien et Noble Energy l'américain. Est-ce que finalement on lutte contre les monopoles d'un côté, puis il y en a peut-être un nouveau qui se prépare derrière? J'espère que non. Je crois que le gouvernement a investi beaucoup d'efforts justement pour qu'il n'y ait pas de monopole. Mais il n'y a pas de solution absolue. Si on veut quand même encourager les investisseurs privés à venir, à chercher le gaz, à chercher le pétrole, on ne peut pas tout prendre, ok? Il faut partager. Donc le gouvernement doit prendre ses impôts, et je crois qu'il en a pour beaucoup, beaucoup d'argent, mais il doit aussi encourager les initiatives. Noble Energy, par exemple, c'est le seul groupe énergétique mondial qui est venu en Israël. Shell n'est pas venu, BP n'est pas venu. Vous ne pensez pas que c'était peut-être l'occasion de créer un grand groupe national, finalement, sur ce gaz? C'est possible, oui. On pourrait envisager cela, bien sûr. On a les bases. Delek est déjà là. On pourrait, autour de Delek, construire quelque chose, évidemment. Mais pour Israël, c'est un changement important. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'être venu sur ce plateau. Allez, autre dossier énergétique, si l'on peut dire. On reste d'ailleurs dans cette région du Proche-Orient et au nord-est de la Syrie. Eh bien, ça fait 3 ans maintenant que les troupes du régime se sont retirées de la zone pétrolière de Hasakeh. Du coup, en pleine lutte contre les djihadistes, c'est l'administration autonome kurde qui se retrouve aujourd'hui à exploiter et à gérer les puits. La qualité peut parfois laisser à désirer. En revanche, prix bas et autonomie sont au rendez-vous. Et c'est bien l'essentiel, comme on va le voir avec ce reportage. Le champ pétrolier de Rmeilan, au nord de la Syrie. Les troupes du régime syrien ont fui cette zone kurde près de Hasakeh, forçant les autorités locales à s'organiser. Pour subvenir aux besoins énergétiques, l'administration autonome kurde a repris en main les puits de pétrole et créé une vingtaine de petites raffineries artisanales. Quand la température atteint 50 degrés, on allume le brûleur pour faire chauffer le brut jusqu'à 125 degrés, pour extraire l'essence. À 150 degrés, on obtient le gaz, puis à 350 degrés, on obtient le diesel, et ensuite, on éteint le four. Rmeilan est le plus grand champ pétrolier de Syrie, mais sa production a chuté, 265 000 barils par jour avant la guerre, à 15 000 aujourd'hui. Une production qui attire les convoitises. La frontière du califat autoproclamé du groupe djihadiste État islamique est très proche. Il essaye de mettre la main sur ses puits depuis 2014. Ces dernières années, l'administration autonome locale a défendu ses puits et ses installations. Nous avons perdu des centaines de martyrs pour les protéger et aucun puits ni aucune raffinerie n'a été victime de sabotage ou de vol. L'essence artisanale produite dans ces raffineries est de mauvaise qualité, mais beaucoup moins chère que celle fournie par l'État. Une économie de la débrouille dans un pays ravagé par 4 ans de guerre qui a fait plus de 200 000 morts et plus de 10 millions de déplacés. Il y a différentes sortes d'essence sur le marché. Vous avez l'essence du régime, le sans-plomb local et l'essence irakienne. Et à l'exception de l'essence du régime qui est propre, les voitures ne marchent pas bien avec les autres. Encore aujourd'hui, le régime syrien paye les salaires des derniers fonctionnaires du champ de pétrole. Une alliance de circonstances avec le régime, les Kurdes sont prêts à coopérer avec Damas à condition de garder un certain contrôle sur le pétrole dans leur région. La production de pétrole en Syrie s'est effondrée en 4 ans. Elle ne dépasse pas 10 000 barils par jour, moins de 3% de ce qu'elle produisait avant la guerre. Une situation à l'image de ce pays dévasté par 4 années de conflits sans merci. Le Media Watch tout de suite. Netflix à la une de la revue de presse, le géant américain de la vidéo à la demande qui fait dans le social. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. 1 an de congé parental payé pour tous les employés. Oui, quelques jours après l'annonce de son prochain lancement au Japon et l'envolée de son titre en bourse, le spécialiste américain de la VOD fait une fois de plus la une des médias. Mardi, sur son blog, Netflix a annoncé que pour l'arrivée de chaque nouvel enfant, ses employés, les femmes mais aussi les hommes, pourront bénéficier d'un congé parental payé de 12 mois. Donc c'est
c'est beaucoup. Il faut savoir qu'en France, par exemple, seuls les congés maternité sont rémunérés, pas les congés parentaux. Alors pourquoi une telle initiative? Simplement pour bichonner et donc conserver ses meilleurs éléments. D'ailleurs, aux États-Unis, depuis quelques mois, améliorer les avantages sociaux de ces équipes est une pratique de plus en plus courante. Récemment, Gap, McDonald's ou encore Walmart ont annoncé des hausses du salaire minimum qui est versé à leurs salariés. De son côté, Microsoft a demandé à ses sous-traitants d'offrir au moins 2 semaines de congés payés à leurs travailleurs. Mais le spécialiste en la matière, c'est bien Google. Nourriture, salle de gym ou encore garderie, sans parler du salaire. Les avantages sont nombreux. D'ailleurs, le géant américain du web est régulièrement élu comme la compagnie la plus où il fait bon de travailler. Une réputation qui s'entretient. Et puis un mot aussi, Johanna, sur Dubaï. Encore un projet extravagant, dites-nous tout. Oui, Dubaï veut construire Meydan One. C'est un nouveau quartier un petit peu particulier. Il devrait être équipé d'un énorme centre commercial, d'un hôtel de 350 chambres, d'une marina, mais aussi de la plus haute tour résidentielle de la planète, 711 mètres, et surtout de la plus grande station de ski couverte au monde, une piste de 1,2 km, le tout sur une superficie de plus de 3,5 millions de mètres carrés. Le projet devrait coûter environ 25 milliards de dirhams. Ça fait environ 6,8 milliards de dollars. La démesure, un projet incroyable. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment en Égypte l'inauguration de la seconde voie du canal de Suez. Restez avec nous, l'info continue.